Bon matin tout le monde. Je me nomme Martin Maltais, spécialiste du financement et des politiques d'éducation. Geneviève Sirois qui termine sa thèse à l'Université de Montréal. Je vais y revenir tout à l'heure. En fait, on a écouté la présentation de Jean Bernatchez, puis vous allez voir que c'est relativement complémentaire. On est à peu près dans un univers convergent. On est presque en train de se demander si le chapitre, on le fera pas conjointement avec Jean, tellement que c'est complémentaire, mais c'est pas la même affaire, comme on dit. Je vais me permettre, en débutant cette présentation, d'aborder la première présentation parce que il y avait un élément qui était intéressant sur le caractère vache à lait des sciences d'éducation à l'Université du Québec qui avait été mis en relief. Et puis, il y a une présentation que j'ai faite il y a 2 jours dans un autre colloque où à la suite de laquelle j'ai beaucoup d'échanges avec les collègues. Et c'est clair que pour moi, depuis 2006-2007, éducation n'est plus la vache à lait de l'Université du Québec pour 2 raisons fondamentales. La première, c'est que quand on isole seulement une certaine erreur particulière qui a été faite dans l'étalonnage en 2006-2007, éducation dans l'ensemble des universités au Québec, sans calculer l'inflation ou tout autre élément, là, juste en mettant en relief une erreur qui a été faite, là, pour laquelle on peut revenir, puis certains, on a échangé là-dessus, c'est 4 millions par année qui manquent dans la formation des programmes en éducation dans l'ensemble des universités au Québec. 4 millions par année par rapport au coût réel moyen observé. Donc, on est dans ces paramètres-là. Puis en considérant l'enveloppe budgétaire actuellement disponible, puis sans considérer qu'il y a un manque à gagner qui est lié à l'inflation aussi. Au 2e cycle, parce que là j'ai été au 1er cycle, au 2e cycle, par rapport à l'ancien étalonnage en 2005-2006 et 2006-2007, on a vu la valeur du financement pour éducation, ça veut dire la formation des directeurs d'école, puis la formation de la recherche au 2e cycle en sciences d'éducation, être compressée de 40% en une seule année. Alors là, on est dans des paramètres où, très honnêtement, le caractère vache à lait des sciences d'éducation n'est pas mis en relief. Et c'est peut-être aussi lié au fait qu'on n'a peut-être pas porté une attention suffisamment importante à l'une de nos missions fondamentales au cours des 15-20 dernières années. Le collègue en parlait tantôt quand il mettait en relief ce qui était mis en lumière ou éclairé dans les spectacles Son et Lumière au tournant des 40 ans de l'Université du Québec. Probablement qu'ils ont porté une attention plus importante à cette caractéristique-là, on serait en mesure de faire valoir la pertinence d'investir. Surtout que là, présentement, j'en profite, inévitablement, le ministre de l'Éducation est en train d'investir, d'augmenter le budget des commissions scolaires de 5,6 % cette année seulement. Il va y avoir vraisemblablement un réinvestissement et des besoins. Il va probablement falloir faire un travail en ce sens. J'arrête ça là, parce qu'on a le reste de notre présentation. Ouais. Qui ne porte pas sur le financement. Qui ne porte pas sur le financement. Merci, Martin. Les travaux de recherche qu'on va vous présenter, je les ai faits avec Geneviève Sirois qui termine son doctorat à l'Université de Montréal. À l'heure actuelle, elle est excessivement brillante. On travaille ensemble depuis un certain temps. Excessivement brillante, pas parce qu'elle est diplômée de l'Université de Montréal, mais parce qu'elle a fait un passage à la TELUC, donc à l'Université du Québec. Et à l'UQAM. Et à l'UQAM aussi. Et à l'UQAM. Alors, l'Université de Montréal va bénéficier à la suite de son doctorat d'un rayonnement plus important de l'un de ses diplômés, de l'une de ses diplômés, mais le gros du travail avait été fait avant. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je vais la laisser démarrer avec la présentation puis le travail qu'on a fait au cours de la dernière année. Peut-être en vous disant aussi qu'on est dans un work in progress on a eu un FIR, un fonds institutionnel de recherche pour démarrer ça. On a une demande à FRQSC pour laquelle on attend que la ministre dévoile la SQRI pour que les fonds de recherche puissent nous dire si oui ou non on a de l'argent pour avancer là-dedans. Puis on a une demande CRSH qui est en marche aussi. Voilà. Alors Geneviève, démarre-nous ça. Voilà. Donc, vraiment, on s'inscrit, comme on l'a dit, dans la perspective de M. Bernatchez. Notre projet s'inscrit dans le contexte de l'augmentation des formes de collaboration interuniversitaire. Oui, les formes de collaboration interuniversitaire se sont développées, entre autres... Oui, je m'occupe de ça. Se sont développées, entre autres, dans le cadre du réseau UQ, mais de manière plus globale, si on regarde vraiment dans l'histoire, on se rend compte que ça s'inscrit vraiment dans la logique de la massification de l'activité universitaire, hein,
qui émerge après la Deuxième Guerre mondiale et qui va entraîner une augmentation de la fréquentation scolaire, associée à un besoin vraiment croissant de ressources. Les pays comme le Québec et les autres pays de l'Occident vont réussir à peu près à maintenir cet équilibre entre une demande croissante pour l'éducation et le besoin vraiment croissant de ressources, jusque dans les années 80. Avec toutes les coupures qu'il va y avoir, on va assister à partir des années 90 à une diminution très importante des ressources publiques qui vont être allouées à l'enseignement supérieur. C'est vraiment dans ce contexte-là que va émerger la collaboration interuniversitaire. Donc, à partir des années 90, c'est le New Public Management. On voit l'émergence d'un nouveau modèle de gestion universitaire qui va favoriser la massification et la marchandisation de l'enseignement supérieur. Donc là, on voit se développer vraiment une compétition entre les institutions. On veut une compétition pour le recrutement également des étudiants au Québec, mais dans le monde. Et les universités, ben, elles doivent s'adapter à ces changements. Elles doivent s'adapter pour se transformer, sinon pour survivre. Et c'est vraiment dans ce contexte-là qu'une des stratégies qui va être développée, c'est les collaborations interuniversitaires. J'ai fait. Change. Donne. Donc, pourquoi développer des collaborations universitaires dans un contexte où les ressources diminuent, mais la demande d'éducation continue, elle, d'augmenter? Donc, la collaboration interuniversitaire est vue comme un moyen de répondre à la demande d'éducation avec moins de ressources. On met nos ressources ensemble, puis on peut offrir plus de services. Ça permet de produire des nouvelles combinaisons de services, de produits et d'expertise qui sont susceptibles de mieux répondre aux besoins de la société, mais aussi d'attirer des nouveaux types de clientèle. Ça permet aux universités de se positionner avantageusement sur le marché compétitif, donc des universités, notamment au Québec, et de développer des projets qui vont leur permettre de répondre à leur triple mission, donc en recherche, en formation et en service à la collectivité. Au Québec, on a une longue tradition de collaboration, surtout dans le domaine de la recherche scientifique. Dans le domaine plus spécifique de la formation, nous, c'est ça sur quoi on s'intéresse plus particulièrement. Donc, ça émerge vraiment dans les années 90, mais surtout entre les universités et les entreprises ou les milieux de pratique. En fait, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'il y en avait en masse. Il y en avait avant, mais l'intensification plus importante, là, c'est faite à partir de ce moment-là. Tout à fait. Et là, on l'a vu tout à l'heure avec M. Bernatchez. Selon le BCI, actuellement, c'est 110 programmes qui sont organisés en collaboration entre au moins 2 universités québécoises. À ces programmes, les programmes qu'on a vus tout à l'heure en extension, en collaboration, en association, c'est vraiment des programmes structurés. Donc, à ces programmes-là s'ajoutent, bien entendu, toutes les collaborations plus informelles, on pourrait dire, entre les universités au Québec, mais également des universités québécoises, des universités canadiennes, et de plus en plus des universités québécoises et des universités un peu partout dans le monde. Donc nous, justement, notre projet, c'est de faire une étude exploratoire descriptive des politiques de collaboration interuniversitaire, mais portant vraiment spécifiquement sur les activités de formation. La majorité de la recherche a été faite sur la collaboration vraiment dans le domaine de la recherche. Donc, notre question de recherche, c'est celle-ci. Comment se déploient les collaborations interuniversitaires en matière de formation dans les cas où on compte au moins un établissement francophone issu du Canada? Donc, nos objectifs, c'est d'abord de proposer une typologie des collaborations interuniversitaires en formation et aussi de décrire 3 cas de collaboration interuniversitaire, selon 3 profils qu'on va vous présenter tout à l'heure. Donc, la pertinence de notre projet. Notre projet s'inscrit vraiment dans un contexte où, encore une fois, on assiste à une diminution du financement public de l'université. Et on l'a vu tout à l'heure, un nombre de plus en plus grand de projets de collaboration. Pourtant, malgré cette présence croissante, il y a peu de recherches qui s'y sont attardées. Donc, il n'y a pas vraiment de base scientifique pour aider les institutions à s'orienter. Donc, comment mettre en place un projet efficace? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourtant, l'expérience a montré que ça ne se termine pas toujours bien. Donc, nous, c'est un peu ce vide-là qu'on veut combler. Donc, voilà un peu notre cadre conceptuel. Nous, on parle de collaboration interuniversitaire. Donc, on réfère, bien entendu, à des projets qui mettent en œuvre au moins deux établissements d'enseignement supérieur. Donc, on élimine tout ce qui est collaboration avec les entreprises, etc.
Donc, projet de formation, bien entendu, on fait référence aux activités d'enseignement, mais aussi aux activités d'apprentissage, à la formation, à la recherche et aux projets de formation qui sont développés dans le cadre des services à la collectivité. Dans la littérature, les auteurs ne s'entendent pas sur la définition même de la collaboration. Donc, on va trouver plusieurs termes pour parler de collaboration. Le partenariat, la coopération, l'entente, l'alliance, etc. Pour certains auteurs, c'est toute la même chose. Pour d'autres, ça réfère en fait à des types distincts de collaboration. Et ces collaborations-là vont pouvoir être placées sur un continuum, on va le voir, à partir d'un critère selon l'intensité des relations qui unit finalement les établissements qui collaborent ensemble. Donc, on voit ici ce fameux continuum développé par Harman et repris par Eastman et Lang, Madame Eastman qui était là en début de semaine au colloque sur le financement, au colloque sur les transformations de l'université. Non, c'est bon, ça ne bouge pas. Donc, excuse-moi. Non, c'est vrai, c'est bon. Ça, c'est moi qui est là. C'est bon, c'est... Je vous aurais pas parlé comme ça. On n'est pas rendu là. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que à votre gauche, à la gauche du continuum, on a vraiment les collaborations beaucoup plus souples, beaucoup plus flexibles, marquées par une grande autonomie des établissements. Donc, c'est vraiment des collaborations qui sont peu coûteuses, qui se mettent en place facilement, où les établissements gardent vraiment entièrement leur autonomie. Et là, on s'en va vers l'autre bout du continuum, où on retrouve des collaborations beaucoup plus structurées, qui vont tendre à engager les établissements en entier, tandis que de l'autre côté, c'est vraiment souvent des collaborations entre personnes. Donc, plus on s'en va vers la droite, plus les institutions sont engagées. C'est des collaborations beaucoup plus chères, beaucoup plus risquées à mettre en place. Donc ça a été développé comme un modèle de collaboration interuniversitaire, pas dans le domaine de la formation, vraiment de manière globale, incluant les collaborations même avec d'autres organisations en dehors du réseau universitaire. Nous, ce qu'on a voulu faire, justement, c'est s'inspirer de ce modèle-là pour faire une typologie, mais vraiment de ce qu'on trouve en matière de collaboration au Québec, en matière de formation. Donc, on a commencé tranquillement, donc c'est pour ça que c'est vraiment préliminaire ce qu'on vous propose aujourd'hui. On fait une collecte de données, des données documentaires publiquement accessibles pour décrire 3 cas de collaboration. Donc, on veut prendre un cas de collaboration entre 2 universités francophones canadiennes, une entre une université francophone et une anglophone au Canada, et un cas de collaboration entre une université francophone canadienne et une université francophone hors Canada. Donc aujourd'hui, on vous propose une typologie, un premier essai de typologie qui est vraiment en cours d'élaboration. Donc si jamais il y a des gens qui ont des commentaires, des suggestions à la fin pour nous alimenter. Ensuite, une analyse préliminaire des collaborations entre universités québécoises. Visiblement, moi et M. Bernatchez, on a fouillé dans les mêmes choses. Et une étude préliminaire des 3 cas qui va être présentée par Martin. Donc là, on retrouve ici la fameuse typologie d'Harman qu'on a reprise à partir des cas, des exemples de collaboration qu'on a recensés au Québec. Donc là, on voit du côté vraiment plus souple. On retrouve toutes les ententes de mobilité. La mobilité étudiante, la mobilité professorale. Donc, c'est par exemple les étudiants qui partent tout simplement dans un autre établissement faire des cours. Là, on est vraiment dans quelque chose d'autonome, de souple. Ensuite, on retrouve le partage des ressources de formation. Donc, par exemple, l'outil d'un cours qui va être partagé entre 2 collègues de 2 universités différentes. Ensuite, on arrive aux activités, à l'organisation d'activités ponctuelles autour de réseaux déjà existants. Donc, par exemple, une école d'été, les groupes déjà structurés comme le CIRST qui organiserait une formation en collaboration avec plusieurs enseignants de différentes universités. On a ensuite la création de cours communs. Donc, un exemple, il y a un exemple autour du cours Organisation de l'éducation au Québec qui a impliqué toutes les universités du réseau OQ. Ensuite, on retrouve les appuis techniques en matière de formation. Ça, c'est vraiment des cas où souvent, ça va mettre en place une université au sud.
Donc, un professeur, par exemple, d'une université québécoise qui va partir au Mexique, donner un appui, par exemple, dans la conception d'un cours ou d'un nouveau programme. On retrouve les programmes de 2e et 3e cycle en co-tutelle. 5 minutes. Ouais. On est dedans. Les programmes de 2e cycle en 3e cycle en co-tutelle. Plusieurs sont organisés, entre autres, par exemple, dans le cadre de la convention cadre de co-tutelle de thèse de doctorat, qui est intervenue entre la France et le Québec. Finalement, on retrouve nos fameux programmes dont on a parlé tout à l'heure, programmes en extension, programmes conjoints et programmes en association. Finalement, au bout du continuum, le Martin veut vraiment me pousser vers... on retrouve la fusion, qui est finalement la forme la plus accomplie de collaboration. Non, c'est beau. Là, je présentais ici les définitions, mais on les a vues tout à l'heure avec M. Bernatchez, donc on ne va pas y revenir. Ouais. Même des fois, après une fusion, il peut y avoir encore l'entité. On l'a vu dans le cas TLE-QCAM, l'entité réémerge par la suite. C'est pas comme les municipalités. Ça fonctionne pas comme les municipalités. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure avec la définition des programmes, c'est que, par exemple, le programme en extension, la gestion du programme est encore vraiment, appartient vraiment encore à une organisation, va être diffusée dans l'autre. Le programme conjoint, vraiment, les compétences de gestion vont être beaucoup plus distribuées. Donc, moi, j'ai pris un peu les mêmes données que M. Bernatchez, mais différemment. Heureusement. Donc, j'ai regardé tout d'abord l'évolution des types de collaboration entre 2008 et 2016. Donc, là, ce qu'on peut voir, c'est que... donc là, c'est tout type, les programmes conjoints en collaboration, en extension. Donc, on voit qu'il y a certaines universités qui se démarquent quand même. L'Université de Montréal fait beaucoup de collaboration. L'UQAC, l'UQAM, l'UQAT. Donc, c'est vraiment parmi celles qui en font le plus. On voit qu'il y a 5 universités qui ont vu leur collaboration augmenter quand même de manière significative entre 2008 et 2016. Donc, les HEC, Polytechnique, UDM, l'UQAT et l'UQAM. Il y a 4 universités, au contraire, leur collaboration vont diminuer. C'est l'ETS, l'INRS, l'Université Laval et l'UQAM. En 2016, 10 des programmes conjoints qui étaient organisés étaient déjà en route en 2008. Pour les programmes en extension, c'est 13 programmes de 2016 qui étaient déjà en route en 2008, sur un total de 31. Donc, on a voulu aussi regarder la distribution selon les cycles. Donc, on voit vraiment que les programmes conjoints, les programmes en association et par extension se concentrent vraiment au 2e cycle. Donc là, on regardait par université quel type de programmes sont mis en place. Donc, on voit vraiment que c'est vraiment les programmes conjoints qu'on retrouve le plus. Et on voit encore nos universités émergentes. On voit certaines universités, par exemple, qui vont avoir plus de programmes en association, entre autres les HEC. Là, je vais donner la parole à Martin pour les 30 secondes qui restent. C'est ça, c'est bon. Sur ces données-là qui sont là, l'élément qui n'est peut-être pas encore traité, parce que là, on parle, c'est un volume, hein, c'est un nombre d'activités, mais il y a des questions qui se posent, par exemple, sur le plan d'un volume relatif par rapport à l'ensemble du financement pour la fonction enseignement. Ça pourrait être un autre indicateur plus parlant ou parlant d'une façon différente. Par rapport au nombre d'activités ou à l'ensemble des activités, par domaine disciplinaire, etc., etc. Là, il y a probablement quelque chose à creuser là pour voir un peu plus clairement la morphologie de ces choses-là. En fait, il y a 3 cas, j'y vais rapidement, il y a 3 cas qu'on identifie à l'heure actuelle sur lesquels on compte avancer. Si vous avez des idées on est prêt à les entendre. Mais on avait dit, bon, 2 francophones, une francophone avec au moins une autre francophone, du Québec, pas du Québec, du Canada, une francophone avec au moins une anglophone du Canada, puis le 3e scénario, une francophone avec une francophone de l'extérieur du Canada, on y va avec le G3 de la francophonie. Alors le premier cas qu'on compte regarder, ce serait le cas du doctorat réseau en administration d'éducation, dont il a été question tout à l'heure, notamment parce qu'il implique beaucoup d'établissements. Puis parce que l'évolution de ce programme-là, ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce qui fait que ça marche, comment ça évolue, puis comment les choses se sont dessinées puis déclinées, puis comment vont les relations entre les acteurs qui sont dans ces établissements-là. Après ça,
Un des trucs qui nous intéresse présentement entre une université francophone puis une université anglophone, il y a toute la collaboration entre l'UQO et l'université McGill, là, présentement, là, qui pourrait être intéressant de regarder comment se déploie ou commence à se dessiner un peu les échanges dans le secteur de la santé entre les deux établissements. Puis finalement, le dernier, Guy Breton serait probablement bien fier, là, dont Guy Breton est très fier. Là, de toute façon, il est fier de lui-même en partant. Là. Mais c'est le G3 de la francophonie. Oui, couper cette partie. C'est la relation entre l'Université de Montréal, Bruxelles, puis Genève, puis l'Université libre de Bruxelles. Voilà. On en est là dans nos démarches et on est prêt à vous entendre sur vos questions. Voilà.